Si vous êtes un investisseur mondial en obligations, les États-Unis ressemblent un peu, disons 5% ou 10% davantage à un pays émergent et non aux États-Unis d'Amérique. C'est bipartisan. À Washington, ils jouent avec le feu. Les grands allocateurs mondiaux, les gros acheteurs d'obligations, sont tout simplement choqués et ils sont en train de constituer un portefeuille en ce moment. Ils veulent détenir plus de dollars australiens. Ils veulent détenir le won coréen. Ils veulent posséder un peu de Bitcoin. Ils veulent posséder du platine, du palladium, de l'or, de l'argent. Ils détiennent tout un panier d'actifs qui ne sont pas vraiment exposés au dollar parce qu'ils doivent réduire leur exposition au dollar. Un cycle de défaut vraiment brutal s'annonce. Et la question c'est, est-ce pour mi-2026, fin 2026? Je pense que l'équipe Trump a les élections de mi-mandat en ligne de mire. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour passer ce cap et éviter cela. Pour répondre à votre point ou à votre question, est-ce cyclique ou structurel? C'est un marché baissier structurel pour le dollar. Il y aura des rebonds, mais le dollar va baisser beaucoup plus au cours des 5 prochaines années. Bienvenue à tous. Je suis très heureux d'accueillir Larry McDonald parmi nous. Larry est un auteur à succès du New York Times et le fondateur d'une newsletter macroéconomique sur l'investissement incontournable, The Bear Traps Report. Il est un ancien cadre de Wall Street et écrit régulièrement pour Bloomberg, Forbes et CNBC. Larry a écrit un nouveau livre fascinant intitulé « Comment écouter lorsque les marchés parlent ». Nos spectateurs trouveront le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vais devoir me procurer un exemplaire pour le lire prochainement également. Larry, j'ai vu vos analyses sur les grands médias et il y a eu tellement de fois où j'ai vu vos commentaires et me suis dit « Oh mon Dieu, il faut absolument que je lui parle ». Je suis ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue. Merci, Lena. La devise qui me guide est, vous savez, qu'il n'y a pas de jeu dans l'équipe. Mon premier livre est sorti en 2009. C'était un best-seller du New York Times sur Lehman Brothers, la grande banque. Nous avons donné 140 conférences dans 16 pays au cours des 16 dernières années environ, et nous avons rencontré tellement de personnes talentueuses, des gestionnaires de portefeuille, des directeurs des investissements, qui sont aujourd'hui dans notre chat Bloomberg. Nous animons donc le chat Bloomberg, le chat Discord, avec certains des CEO, fonds spéculatifs, fonds communs de placement et fonds de pension les plus brillants. Ce que nous essayons de faire dans le livre et ce que je veux faire dans l'émission, c'est avant tout démocratiser l'information et aider un public plus large à comprendre ce que font les grands acteurs, ce que font les grands hommes et femmes du secteur. Absolument. Et je pense que c'est une occasion incroyable d'apprendre de vous et aussi de comprendre ce qui se passe en ce moment. Il se passe certainement beaucoup de choses et je sais que beaucoup de gens sont confus. Alors, Larry, je dois vous poser cette question. Lors de la crise financière de 2008, vous étiez au tout premier plan des événements. Vous étiez conseiller spécial auprès de la commission d'enquête sur la crise financière créée par le Congrès pour enquêter sur les causes, tant nationales qu'internationales, de la crise financière de 2008. Et comme vous venez de le mentionner, vous avez écrit tout un livre relatant votre expérience du crash financier. Voyez-vous aujourd'hui des signaux d'alerte similaires dans notre économie? Y a-t-il des parallèles à établir entre ce que vous avez observé avant et pendant la crise financière de 2008 et ce que vous voyez aujourd'hui? Pouvez-vous en parler un peu? Eh bien, vous savez, oui, l'essentiel est de s'entourer de grands mentors. Et donc, dans le livre, David Einhorn, nous nous asseyons avec David Tepper, Charlie Munger. Mais dans la discussion, nous avons ces excellents mentors, et beaucoup d'entre eux ne se connaissent pas.
Ce que je trouve fascinant, Lena, c'est que lorsque 3, 4, 5, voire 6 personnes me disent à peu près la même chose au cours de la même semaine, alors qu'elles se trouvent sur 3 ou 4 continents différents. Peut-être que l'un d'eux travaille dans ce qu'on appelle le high yield, ou obligation à haut rendement. Un autre peut être un trader de taux, donc il traite des bons du trésor ou des devises, le marché d'échange. Et quand 3 ou 4 personnes disent la même chose sur une période de 10, 15 ou 20 jours, cela me donne vraiment la chair de poule. Et au cours du dernier mois, 3 personnes différentes m'ont dit qu'elles avaient acheté mon précédent livre et l'avaient offert à des traders sur le desk. J'avais pas entendu ça depuis des lustres. Ils observent beaucoup des mêmes phénomènes dans le subprime, dans les prêts étudiants et dans certaines des mesures prises par l'équipe Trump. Au final, quand on passe d'une administration très progressiste à une administration conservatrice, donc de Biden à Trump, les conséquences inattendues sont stupéfiantes. Je pense que lorsque vous essayez de reprendre tous ces prêts étudiants, en gros, toutes ces personnes ont bénéficié d'une situation très facile concernant le score de crédit. Et maintenant, on va faire revenir très rapidement toutes ces personnes en arrière. Et les conséquences inattendues de cela sont assez surprenantes. On peut le voir avec les acteurs du « acheter maintenant, payer plus tard », n'est-ce pas? Les affirms, les upstarts, et les prêteurs tertiaires, comme Synchrony, Credit Acceptance, leur sous-performance est très marquée par rapport aux grandes institutions financières. Donc, en résumé, oui, nous observons une tendance à la hausse du risque de crédit subprime. Ce n'est pas encore aussi grave qu'en 2008, mais ce sont les mêmes types de signaux que nous avions vus en 2007. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur les développements très inquiétants du marché obligataire. Une récente adjudication d'obligations du Trésor américain a suscité une demande assez faible, ce qui a entraîné une hausse des rendements et, de façon compréhensible, des inquiétudes chez les investisseurs. Bien sûr, ces inquiétudes portent principalement sur la dette nationale. Les obligations ont été vendues à un taux supérieur à 5%, soit le niveau le plus élevé depuis 2020, et le rendement à 10 ans a également grimpé en flèche. Ainsi, la faiblesse de la demande, conjuguée à d'autres facteurs comme les risques géopolitiques, nous avons plusieurs conflits en cours sans perspective de résolution, a contribué à ce qui semble être une vente massive d'obligations du Trésor et une incertitude générale sur le marché obligataire. À quel point êtes-vous préoccupé par le marché du Trésor américain qui pèse 29 000 milliards de dollars? Est-il vraiment en train de manquer d'acheteurs? Quelle est votre analyse de la signification des derniers événements? D'accord. Donc, si vous êtes un acheteur mondial d'obligations, pensez à ce que vous avez traversé ces 6 derniers mois. Au premier trimestre de cet exercice fiscal 2025, c'est-à-dire d'octobre à décembre, donc cette année fiscale, l'équipe Biden a essentiellement fait exploser les dépenses déficitaires à environ 1 000 milliards de dollars. Un peu moins, mais en seulement 3 mois. Donc, vous gérez un fonds de pension en Europe et vous venez de voir ça. Ensuite, Trump arrive dans la roseraie, je crois début avril, et assomme la communauté mondiale des investisseurs avec une forte augmentation des taxes via les droits de douane. Puis il est revenu sur sa décision, puis a changé d'avis à plusieurs reprises. Et ensuite, il se retrouve dans le bureau ovale avec Elon, promettant un budget équilibré. Et puis, un mois plus tard, il se retrouve essentiellement à discuter avec le Freedom Caucus, qui est le groupe fiscal le plus conservateur de la Chambre. Et il essaie en gros de leur faire avaler un budget très, disons, anti-Doge, n'est-ce pas? L'exact opposé de Doge. Et puis Elon Musk quitte la Maison-Blanche cette semaine ou à peu près. Donc si vous êtes un investisseur mondial en obligations, les États-Unis ressemblent un peu plus de 5 à 10% à un pays émergent,
et non plus aux États-Unis d'Amérique. Et c'est bipartisan. Ils jouent avec le feu à Washington. Ce qu'ils font au Congrès, et souvenez-vous, ce ne sont pas seulement les démocrates, ce sont les démocrates et les républicains. Ce que Kevin McCarthy a fait il y a 1 an et demi, 2 ans, concernant le plafond de la dette, était embarrassant. Cela a permis à Biden d'augmenter les dépenses. Et réfléchissez-y, nous avons connu une forte expansion budgétaire avec ce déficit au premier trimestre. Ensuite, la Fed a procédé à 100 points de base de baisse des taux. Et maintenant, il y a potentiellement un autre millier de milliards de dollars d'investissement en capital qui arrive dans l'intelligence artificielle. C'est un cocktail potentiellement mortel pour l'inflation. Les conséquences imprévues s'accumulent. Et nos députés et nos sénateurs, à la Chambre, c'est comme s'ils fumaient dans un dépôt de dynamite. Ils n'apprendront leur leçon que lorsque le marché obligataire leur donnera une bonne claque. Et cela arrive probablement plus tard cette année. Si vous deviez identifier les causes ou les principaux facteurs à l'origine de la vente massive d'obligations Rambat Tatum, quels seraient-ils du Trésor en mai? Eh bien, il y a eu un jour, vers le 7 ou 8 avril, où j'ai publié une vidéo sur X qui a atteint 1 million de vues. Dans cette vidéo, j'expliquais que l'équipe de Trump comptait quelques nouvelles personnes. Howard Lutnick, selon moi, n'avait pas vraiment réfléchi à la situation. D'après mes clients, ce n'était pas très bien pensé. Et la formule qu'ils ont utilisée n'était probablement pas la meilleure. Nous étions assis à un dîner de hedge fund à New York et j'avais des allocateurs européens à ma table. Il y avait aussi des Canadiens, des personnes qui gèrent des milliards et des milliards de dollars en obligations. Et 2 ou 3 d'entre eux ont dit qu'ils allaient tout simplement se faire licencier s'ils ne réduisaient pas leur exposition au dollar. Parce que, pour simplifier les choses pour le public, aux États-Unis, si l'on regarde les 50 dernières années, il n'y a pas beaucoup de jours où les actions baissent, les obligations baissent et le dollar baisse le même jour, n'est-ce pas? Et nous avons connu beaucoup de ces journées depuis avril, depuis le discours dans la roseraie. Si vous êtes un allocateur mondial, si vous êtes un investisseur mondial en obligations, vous avez bénéficié d'une période de 30 ou 40 ans de confiance réelle et solide dans les États-Unis. Cette confiance a maintenant été ébranlée. Et la chose la plus importante, dans le livre dont nous parlons, nous avons parlé du dollar et du stress. Et je veux être très clair. Nous ne disons pas que les États-Unis vont perdre leur statut de monnaie de réserve. Pas de mon vivant. Mais ce que nous disons, c'est qu'en entrant dans cette année, la planète Terre était à 2 écarts types, en position longue sur le dollar, longue sur les actifs financiers. Il y a donc des actifs financiers et des actifs tangibles. Tout le monde était au maximum de sa position longue sur le dollar, ce que nous appelons 2 écarts types au-dessus de la moyenne sur 30 ans. Et ce qui se passe, c'est que les allocateurs mondiaux sont forcés de réduire leur exposition au dollar à cause de Biden, à cause de Trump. Et cela va revenir à cette moyenne sur 30 ans. Actuellement, ils sont bien au-dessus. Et cela explique pourquoi les adjudications commencent. Si vous regardez la détérioration des adjudications l'an dernier par rapport aux années précédentes, oui, il y a une détérioration massive. Il semble que l'instabilité mondiale soit désormais la nouvelle norme. Comme vous l'avez souligné, il se passe beaucoup de choses et aucune ne semble très prometteuse. Nos téléspectateurs aimeraient sans doute avoir votre avis sur la récente adjudication d'obligations japonaises. Je sais que la demande a également été très faible. Qu'est-ce que cela signifie pour les rendements des bons du Trésor américain et pour les perspectives économiques mondiales?
D'accord. Revenons donc au fonds de pension mondial. Oui, ce n'est pas seulement une affaire américaine. Les taux mondiaux ont augmenté. Pendant des décennies, le Japon a été ce que l'on appelle l'encre mondiale des rendements, n'est-ce pas? Et nous avons connu de l'inflation, de mauvaises politiques budgétaires aux États-Unis et au Japon. Et c'est le point le plus important de cette discussion. Il faut comprendre la psychologie d'un investisseur obligataire. Et la raison pour laquelle c'est important pour les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est que les obligations ont un impact sur votre prêt immobilier, sur votre crédit auto. Il faut donc se rappeler que ce qui se passe sur le marché obligataire est vraiment important. Et pendant les 30 dernières années, jusqu'aux toutes dernières années, mais pendant 30 ans, 99% du temps, s'il y avait une crise dans le monde, que ce soit le Brexit ou Lehman, vos obligations à long terme pouvaient rapporter 10, 20, 30%. Parce que lorsque les taux d'intérêt baissent, les prix des obligations montent. C'est vraiment simple. Donc, si vous avez, disons, une obligation à 4% et que les taux d'intérêt tombent à 1%, cette obligation à 4% sur 10 ans vaut maintenant bien plus que les 100 que vous avez payés. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, les prix des obligations montent. Et pendant longtemps, les investisseurs du monde entier ont eu le luxe de se dire « D'accord, le marché boursier s'effondre ». Chez Lehman, nous avons perdu 7 000 milliards de dollars sur les actions et nous avons récupéré 3 000 milliards sur les obligations. Et pendant le Covid, nous avons perdu près de 9 milliards sur les actions et récupéré 4 000 milliards sur les obligations. Donc cela s'est répété encore et encore. Les obligations ont sauvé le marché actions. Ce qui s'est passé depuis 2022, Lena, est vraiment effrayant, car ça continue de se produire. Si l'on pense aux fortes baisses depuis 2022 sur le marché actions, nous avons eu une baisse d'environ 30%. Donc 25-30% en 2022. Nous avons eu une baisse en août de l'année dernière. Ce n'était pas si grave, mais c'était assez intéressant. Et puis, nous avons eu une baisse assez importante lors des derniers mois. Depuis, vous savez, probablement, je dirais, de février à avril. Dans ces trois cas depuis 2022, le segment long, les obligations à long terme sur 30 ans, les 10 ans, 30 ans, 20 ans, et au Japon comme aux États-Unis, ne vous ont en gros rien rapporté. Exactement. Donc ce que disent les investisseurs mondiaux, c'est « Pourquoi devrais-je détenir ?» Et cela fait partie de la perte de confiance. Pourquoi devrais-je détenir une obligation à 30 ans si je ne bénéficie plus de la protection traditionnelle contre le risque de récession ou la baisse du marché boursier? Depuis 2022, les investisseurs du monde entier perdent de l'argent à la fois sur les actions et sur les obligations. Et si l'on regarde à l'échelle mondiale, c'est justement, Lena, ce qui se produit généralement dans les pays émergents. Au bout du compte, le point essentiel, celui que nous mettons en avant dans notre livre, c'est que les types qui jouent avec le feu à Washington ont créé une dynamique où les États-Unis sont devenus 5 ou 10% plus semblables au Brésil. Et nos marchés commencent à réagir de la même façon. Quand les actions baissent, les obligations baissent, le dollar baisse, tout cela le même jour ou la même semaine. C'est un véritable choc. Les grands allocateurs mondiaux, les gros acheteurs d'obligations, sont tout simplement stupéfaits. Et ils sont en train de constituer un portefeuille en ce moment. Ils veulent détenir plus de dollars australiens. Ils veulent du won coréen, un peu de bitcoin, du platine, du palladium, de l'or, de l'argent. Ils possèdent tout un panier d'actifs qui ne sont pas vraiment exposés au dollar parce qu'ils doivent réduire leur exposition au dollar. C'est vraiment fascinant. Et nous constatons effectivement des changements dans de nombreux domaines différents.
Comme vous l'avez mentionné, il ne s'agit pas seulement de la finance et de l'économie, mais aussi de la géopolitique. Et ici, au niveau national, tant de choses se produisent en même temps. Cela crée cette volatilité et cette incertitude qui se traduisent ensuite par de l'inflation, ces mouvements, ces transactions que vous venez d'évoquer. L'un des catalyseurs de cette volatilité mondiale a été la journée de la libération du président Trump, n'est-ce pas? Les tarifs douaniers. Et hier, il a été annoncé que les tarifs mondiaux du président Trump avaient en fait été jugés illégaux et bloqués par le tribunal du commerce américain. Comment pensez-vous que la décision du tribunal va affecter les marchés? Eh bien, si on y réfléchit, ce que Trump promet, l'équipe de Trump s'est vantée des recettes fiscales provenant des droits de douane. Maintenant, certains soutiennent que c'est une taxe sur les consommateurs américains et d'autres disent que c'est une taxe sur la Chine. Mais au final, tout ce qui arrête ces recettes fiscales, du moins leur trajectoire future, va vraiment impacter le marché obligataire. Donc, pensez simplement au marché obligataire. On a eu une année vraiment faible où ces obligations étaient vendues massivement. On est monté à 5% sur le 30 ans. Excusez-moi. Donc, on est monté à 5% sur le bon du Trésor à 30 ans. Et nous avons tous ces revenus fiscaux provenant des droits de douane. Maintenant, si ces recettes fiscales sont menacées à cause des tribunaux, alors il va certainement y avoir des conséquences imprévues assez désagréables sur le marché obligataire. C'est donc la première chose que je dirais. Le marché a besoin de ces recettes fiscales. Et le budget Trump qui a été adopté par la Chambre, mais le projet de loi de la Chambre doit être fusionné avec celui du Sénat, et cela va vraiment arriver cette année. Mais au final, nous avons besoin de ces recettes fiscales pour ce qu'ils essayent de mettre en place dans le budget. Le marché obligataire va paniquer si nous n'avons pas ces recettes fiscales. Peut-être pourrions-nous changer un peu de sujet et parler plus en détail de l'économie américaine. Donc le PIB du premier trimestre a été négatif. Les retards de paiement des ménages augmentent, en particulier dans la catégorie des plus de 90 jours, ce qui est un signal d'alarme majeur. Et la note de crédit des États-Unis a été abaissée. Moody's, bien sûr, a cité l'augmentation rapide de la dette fédérale comme un indicateur d'inquiétude budgétaire pour l'avenir. Dans une interview récente que j'ai beaucoup appréciée, vous avez mentionné qu'il est important de disposer de liquidités dans l'environnement économique actuel. Pourriez-vous développer ce point et nous aider à comprendre pourquoi c'est le cas? Eh bien, depuis 2021, la seule chose qui a vraiment fonctionné, c'est lorsque la probabilité d'un atterrissage brutal a fortement diminué. Si vous avez augmenté vos liquidités, c'était la bonne chose à faire, car nous avons connu 2 ou 3 situations depuis 2021 où la probabilité d'un atterrissage brutal a beaucoup augmenté. Et il y a une théorie selon laquelle, s'ils n'arrivent pas à faire baisser les taux d'intérêt, en ce moment, les intérêts coûtent 1000 milliards de dollars par an. C'est plus que les dépenses de défense. Et les intérêts représentent près de 20% des recettes fiscales, ce qui est une zone de danger complètement folle, insensée, délirante. Le reste du monde n'en est pas là du tout. Et donc, beaucoup de clients pensent qu'il faut faire baisser les taux. Et c'est pour cela que Powell a baissé les taux de 100 points de base. Même si l'économie, tous les indicateurs du PIB à l'époque étaient en réalité très très sains, et nous baissions les taux de 100 points de base. Donc l'idée de notre livre, Comment écouter les marchés parler, se résume à la répression financière. La seule façon de sortir d'un trou de dette de 36 ou 38 000 milliards de dollars sans faire défaut, c'est d'obtenir des taux d'intérêt inférieurs au taux d'inflation. Faites passer les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation, et alors vous pouvez vous en sortir par l'inflation. Le problème,
c'est que si vous entrez en récession et que les recettes fiscales baissent, alors vous êtes vraiment en difficulté. Car à ce moment-là, les intérêts en pourcentage des recettes fiscales commencent à vraiment submerger le gouvernement. C'est à ce moment-là que la Fed doit intervenir et vraiment passer à l'assouplissement quantitatif ou au contrôle de la courbe des taux. Cela affaiblirait considérablement le dollar et entraînerait un marché haussier massif pour les matières premières et les actifs tangibles. D'une certaine manière, ils ont donc besoin de ralentir l'économie pour pouvoir baisser les taux davantage. C'est ce que l'on a un peu observé en janvier, février, mars. Mais ils ne peuvent pas laisser l'économie trop ralentir. C'est pourquoi, si l'on regarde le budget par rapport à ce qu'on nous avait dit sur toutes ces coupes budgétaires, ils sont tout simplement terrifiés. Et c'est pour cela que les dépenses dans le budget restent vraiment dans la lignée de l'ère Biden. Tant que les budgets restent aussi élevés, il est très difficile d'entrer en récession. Dans une récente publication sur X, vous avez mentionné la déclaration désormais célèbre du président de la Fed, Jerome Powell, qu'il avait faite il y a environ un an. Il avait affirmé qu'il ne voyait ni stagnation ni inflation. Et maintenant, un an plus tard, 12 mois plus tard, le président de la Fed, Neil Kashkari, déclare que la question porte désormais sur l'ampleur de la stagflation. Non pas sur le fait de savoir si elle va se produire, mais sur la gravité de la situation. Sommes-nous donc vraiment trop avancés pour espérer une amélioration? En d'autres termes, à quel point pensez-vous que la situation économique aux États-Unis va empirer avant que l'on observe des signes d'amélioration? Eh bien oui, ces dernières années, nous avons assisté à une détérioration, avec l'entrée dans un régime de rendement obligataire plus élevé et d'inflation plus forte. Et chaque fois que l'économie s'est affaiblie, prenons par exemple la crise des banques régionales de 2023, la Fed a mis en place un dispositif incroyable, soutenant essentiellement le marché obligataire. Ils ont élargi le bilan. Ils viennent de baisser les taux de 100 points de base. Donc, ils ont fait toutes ces choses que nous qualifions vraiment de dovish, c'est-à-dire très accommodantes, pour nous éviter la récession. Et c'est comme s'ils refusaient de prendre le remède. La seule façon de vraiment, véritablement tuer l'inflation, nous le soulignons dans le livre. J'ai rencontré André Esteves au Brésil, qui est le PDG de BTG Pactual, milliardaire, probablement l'un des meilleurs investisseurs de toute l'Amérique latine. Un homme brillant. Il m'a dit, « Larry, les Américains ne comprennent pas. Une fois que l'inflation dépasse 6% et qu'elle reste à ce niveau pendant au moins un an, elle s'infiltre partout, sous les coussins du canapé, dans les tapis, et ils vont essayer de la faire baisser. Mais tout ce qu'ils font à Washington, à moins de vraiment vouloir la tuer avec de vraies coupes budgétaires et de fortes hausses de taux qui durent, ils n'y arriveront pas. Elle revient sans cesse. C'est comme une scène de Terminator. Tu sais, Terminator, il revient toujours. Arnold Schwarzenegger. Et c'est ce qui se passe depuis 2023. À chaque fois qu'ils la font baisser un peu, elle remonte. Oui, donc, la probabilité qu'on entre dans un régime de stagflation, comme entre 1968 et 1980, taux d'intérêt plus élevé, rendement obligataire plus haut, inflation persistante, et en même temps une certaine mollesse de l'économie, c'est ça, la vraie stagflation. Et il y a une chose dont les banquiers centraux se souviennent toujours. Les banquiers centraux sont comme les pilotes d'un avion quand ils perdent un moteur. Tout ce qu'ils vont dire, c'est « Mesdames et messieurs, restez assis, tout va bien ». Vous savez, ils ne veulent pas provoquer de panique. Et les banquiers centraux ne vous diront jamais la vérité. En 2007, Bernanke disait que le subprime était contenu. Et 9 mois plus tard, nous étions en pleine crise du subprime. Il faut donc être très prudent. Oui, il y a une forte détérioration, un grand mouvement vers la stagflation. Powell a nié cela,
Et maintenant, comme vous venez de le dire, des gouverneurs de la Fed l'admettent. C'est pourquoi les investisseurs qui nous regardent en ce moment ont besoin d'une construction de portefeuille totalement différente de celle de la décennie précédente. Pensez-vous que ça pourrait également marquer le début d'un cycle complet de défauts, si c'est le type d'environnement dans lequel nous nous trouvons ou vers lequel nous nous dirigeons? Eh bien, oui. Si vous regardez le marché de l'immobilier commercial, le marché des obligations à haut rendement et le marché des obligations de qualité investissement, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises ont pu refinancer leurs dettes en 2020 et 2021 après le COVID. Et souvenez-vous, la Fed a supprimé le coût du capital et ils ont fait quelque chose d'incroyable. Plus vous supprimez le coût du capital et n'autorisez pas le cycle économique à fonctionner, plus une sorte de mal s'accumule sous la surface. Ils ont créé toutes ces distorsions en maintenant les taux d'intérêt très bas. Cela a permis à de nombreuses entreprises de se financer à disons 1,5, 1,75, 2,25%. Apple a émis une obligation. Laissez-moi vous donner un exemple. Apple a émis une obligation à coupon de 2,55% qui arrive à échéance en 2060. Donc, elle paye 2,55% et arrive à échéance en 2060. Ils ont émis l'obligation à la valeur nominale, à 100. Devinez où se trouve l'obligation maintenant. Je vous donne un indice, elle est dans les 50. Donc, c'est une obligation garantie par Apple. Elle a été émise à 100. Mais maintenant, l'obligation se négocie dans les 50. Imaginez donc que toutes les banques détiennent ces obligations qui ont été émises avec des coupons très bas et que ces obligations se négocient dans les 50, comme 55 centimes pour $1, 53 centimes. C'est une réduction incroyable, non? Oui, incroyable. Et donc maintenant, nous avons ces obligations. Beaucoup de ces obligations vont commencer à arriver à échéance. Maintenant, celle de 2060, elle, c'est pas pour tout de suite. Mais sur le marché du haut rendement, sur le marché de l'investissement de qualité et surtout dans l'immobilier commercial, tout ça, tous ces prêts émis en 2020 et 2021 commencent à arriver à échéance. Et c'est ça qui va provoquer ce cycle de défaut assez brutal. Parce qu'imaginez que vous êtes une entreprise et que depuis 4 ans, 3 ans, Powell vous dit qu'on va faire baisser les taux. Et Wall Street, regardez simplement Wall Street. Wall Street nous disait qu'à l'heure qu'il est, le taux des Fed Funds devrait déjà être redescendu à 2%. On est toujours autour de 4,5%. Et donc, quand ces obligations arrivent à échéance, le coût de financement de ces entreprises va beaucoup augmenter en termes de coût du capital. Et oui, un cycle de défaut vraiment brutal s'annonce. Et la question c'est, est-ce que ce sera mi-2026, fin 2026? Je pense que l'équipe Trump a les élections de mi-mandat en ligne de mire. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour passer ce cap et éviter ça. C'est vraiment effrayant. Et je sais que certains économistes prévoient désormais une nouvelle vague de QE et des baisses de taux, et vous venez d'y faire allusion il y a une minute. Pensez-vous que la Fed sera contrainte de baisser les taux à mesure que l'économie s'affaiblit davantage et qu'il existe cette possibilité imminente de défaut, comme vous venez de le décrire? Oui, alors pensez aux consommateurs américains, aux ménages, aux entreprises. Pensez au marché hypothécaire. Beaucoup d'hypothèques émises en 2020 à des taux très bas vont également commencer à arriver à échéance, et ces taux vont beaucoup augmenter. Donc le coût du logement, le coût pour les entreprises, parce que maintenant le coût du capital est bien plus élevé à cause d'une inflation persistante. Nous sommes dans un monde multipolaire. Nous avons, vous savez, les guerres sont très inflationnistes, n'est-ce pas? Niall Ferguson, dans notre livre, parle des guerres.
Pensez à la reconstruction de l'Ukraine, n'est-ce pas? Pensez à la reconstruction de l'Ukraine. Si vous faites simplement une recherche sur Google ou ChatGPT pour savoir combien de structures doivent être reconstruites, pensez à la reconstruction de Los Angeles, d'accord? Pensez au réseau électrique américain. Il a 50 ans à certains endroits, 30 ans à d'autres. Nous allons installer tous ces centres de données d'intelligence artificielle dessus. Nous avons donc tellement de forces inflationnistes persistantes qui vont maintenir les taux élevés. Et ces taux plus élevés vont exercer beaucoup de pression sur les ménages, sur les entreprises, un grand cycle de défaut de paiement. Les 60% des consommateurs les plus modestes souffrent déjà énormément. Les 40% les plus aisés s'en sortent beaucoup mieux. Mais il suffit de regarder différentes entreprises. Et c'est pourquoi ces entreprises de type acheter maintenant, payer plus tard, Klarna, par exemple, ont provoqué une forte hausse de ce que nous appelons le crédit subprime. On observe donc beaucoup de fragilité à ce niveau. La Fed sera donc contrainte d'intervenir pour soutenir la situation et faire baisser les taux. Cela entraînera un affaiblissement du dollar. Et c'est pour cela que, comme nous l'expliquons dans le livre, nous allons assister à une migration de plusieurs milliers de milliards de dollars des actifs financiers, qui ne sont que des certificats papier, des actions et des obligations, rien de plus, vers des actifs tangibles. Et il ne s'agit pas seulement de l'or et de l'argent, mais aussi des entreprises de gaz naturel. Les compagnies pétrolières sont actuellement très bon marché. Des entreprises comme Rio Tinto, BHP, des sociétés qui possèdent des actifs dans le sous-sol. Vos entreprises de cuivre. Nous pensons à vos valeurs du cuivre, à votre ETF Copix, à Tech Resource, à Freeport. Nous pensons que ces actions sont toutes précieuses, avec un potentiel de hausse de 200%, voire même jusqu'à 300% au cours des 3, 4, 5 prochaines années, car nous allons simplement assister à cette migration. Laissez-moi vous donner un exemple pour simplifier. Lorsque nous avons atteint 1980-81, 49% de la composition du S&P 500, après ce régime d'inflation et de taux d'intérêt élevés, était constituée de matériaux, de pétrole et gaz et d'industriels. 49%. Ces dernières années, lorsque nous avons traversé ce cycle de désinflation difficile, vers 2021 environ, ces groupes étaient tombés à environ 12% de la composition du S&P 500. 12%. Donc lorsque vous êtes dans un régime désinflationniste, tout le monde veut être exposé aux actifs financiers, actions, obligations et valeurs de croissance. Lorsque l'on évolue vers un régime d'inflation plus durable, la construction de portefeuilles doit être bien plus axée sur les entreprises qui détiennent des actifs capables de vous protéger contre cette inflation persistante et la hausse des rendements obligataires. Ainsi, nous pensons que la composition du portefeuille du S&P 500 va revenir, notamment pas à 49% pour les matériaux, l'industrie et le pétrole et gaz, mais plutôt à quelque chose comme 30% du S&P 500 composé de sociétés comme Rio Tinto, Newmont, Barrick. Barrick est désormais principalement une entreprise de cuivre et d'or. Et c'est ce que nous observons. Nous voyons les capitaux avisés se détourner des actifs financiers, de ce portefeuille déflationniste, pour aller vers un portefeuille d'actifs tangibles, adapté à l'inflation. Absolument incroyable. Et c'est bien sûr un sujet que vous abordez dans votre newsletter que je mettrai en lien pour nos spectateurs dans la description ci-dessous. Larry, si vous deviez... Je sais que ça peut être une question très délicate, mais si vous deviez désigner une partie de l'économie américaine qui vous inquiète le plus en ce moment, laquelle serait-ce? À quoi devrions-nous prêter une attention très très particulière en ce moment? Eh bien, il y a d'abord l'investissement passif. Les baby boomers vieillissent.
Ils détiennent 69 000 milliards de dollars de richesse et ils approchent des 69 ans. Et énormément d'argent placé dans ce qu'on appelle les fonds indiciels passifs. Tout cela signifie que les 401 quais de tout le monde ont été concentrés dans les mêmes actions. Nvidia, Apple, Microsoft. Une telle quantité de richesse a été concentrée là à cause de l'investissement passif. Et ce qui est étrange là-dedans, donc pensez à passif contre actif. Tout ce que ça veut dire, c'est que le passif, ce sont les indices, et les indices détiennent des actions. Vos fonds actifs sont gérés par une personne ou une équipe, et ils achètent et vendent des actions individuellement dans différents secteurs. Et ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? You have a state of ce qu'ils veulent. Et c'est pas. Rubnalik im first tiny nefast. Tout a commencé avec Jack Bogle, animé de très bonnes intentions, d'excellentes intentions. Mais ce que j'entends de la part des investisseurs institutionnels avisés, c'est que lorsque l'on compare la gestion passive à la gestion active, si on est à 50-50, puis qu'on passe à 51, 53, 54% de gestion passive contre active, le problème, c'est que ça pousse les prix des actions à des niveaux insensés, parce que les fonds passifs ne vont pas vendre, n'est-ce pas? Donc, le marché boursier va monter. Vanguard, State Street, ils possèdent ces actions, ils sont passifs, ils vont simplement rester en retrait. Il n'y a pas de vendeurs, n'est-ce pas? Et en plus, les entreprises procèdent à des rachats d'actions. Donc, une fois que la gestion passive atteint 56-57%, cela devient vraiment néfaste. Regardez simplement Microsoft. Regardez le ratio cours-chiffre d'affaires de Microsoft. Il est d'environ 13, alors que sur les 20 dernières années, Microsoft était en moyenne à 3, 5, peut-être 6 fois le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est le double. Regardez Walmart. Je veux dire, Walmart se négocie à près de 40 fois ses bénéfices. C'est à cause de cette gestion passive absurde. Et personne n'assiste aux conférences téléphoniques. Je me suis assis avec David Tepper et David Einhorn pour le livre. David Einhorn est l'un des investisseurs les plus célèbres et légendaires. Il a eu d'excellentes performances au fil des ans. Il a tout écrasé. À chaque fois que le marché a baissé, comme en 2020, je crois en 2022, 2023, il était en hausse de 30%. Son point de vue, c'est qu'il y a tellement d'argent dans la gestion passive que plus personne n'assiste aux conférences téléphoniques. Personne ne pose les questions difficiles. Et le marché devient de plus en plus stupide. C'est probablement ce qui m'inquiète le plus. Bref, parce que je sais que lorsque les taux d'intérêt augmentent maintenant et que les baby boomers atteignent 69 ans, ça me rappelle 1987, où si les taux montent à 5,5%, 6, rappelle-toi la règle de 72, Lena. La règle de 72, si vous obtenez 6%, votre argent va doubler en 12 ans si c'est à imposition différée. C'est la règle de 72. Donc, dès que le taux sans risque des bons du Trésor atteint 6%, quelqu'un peut en acheter et doubler son argent en 12 ans. C'est un rendement comparable à celui des actions, Lena. Et cela va aspirer de l'argent hors du marché boursier. C'est ce qui s'est passé lors du crash de 1987. Les taux ont augmenté. On a franchi le Rubicon. Et des milliards, un véritable torrent de capitaux, sont passés des actions aux obligations. Et le marché s'est effondré. Avec autant d'argent idiot du côté passif aujourd'hui, qui ne fait pas vraiment attention, si les taux augmentent, on pourrait très vite assister à une rotation colossale qui provoquerait un crash du type de 1987 dans l'année à venir. C'est absolument fascinant et je vous remercie de nous avoir apporté des éclairages aussi précieux. J'espère vraiment pouvoir vous inviter à nouveau pour approfondir ce sujet, car je pense que nos téléspectateurs et beaucoup de mes abonnés demandent ce type de contenu.
Je crois que c'est ainsi que nous leur apportons une véritable valeur ajoutée en abordant ces sujets en profondeur et en fournissant des conseils. L'une des questions que l'on me pose très souvent concerne le dollar américain et vous y avez fait brièvement allusion. Je sais que vous en parlez dans votre livre. L'un des points sur lesquels j'aimerais avoir votre avis concerne le fait que le dollar américain semble perdre de la valeur par rapport à un panier de devises. Et si je ne me trompe pas, il a perdu près de 6% depuis janvier, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette baisse de valeur? Je sais que vous avez mentionné la confiance comme un facteur, mais pensez-vous qu'il s'agisse d'une tendance à long terme? Ou voyez-vous cela comme une tendance temporaire en attendant un changement de politique américaine ou peut-être un autre événement qui inverserait la trajectoire de la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises? Eh bien, vous savez, mon mot préféré en anglais, tiré du premier livre sur la faillite de Lehman, c'était hubris. L'hubris, c'est si vous pensez à l'équipe dirigeante de Lehman, le niveau d'arrogance de la direction de Lehman Brothers. Il s'agissait d'une faillite de 750 milliards de dollars. Et la façon dont ils géraient l'entreprise, le conseil d'administration, était pratiquement dans la poche du PDG. Il y avait tellement d'arrogance. Cela signifie simplement une confiance vraiment ignorante. Et c'est la même chose aujourd'hui à Washington. Donc le niveau d'arrogance dans la façon de dépenser, sans prendre au sérieux la question du financement de notre dette. Ce qui va se passer, c'est que la communauté mondiale des investisseurs a été très mal à l'aise avec ce qu'a fait Biden, en augmentant de 3 000 milliards supplémentaires les dépenses au cours des dernières années. Et cela représente 3 000 milliards de déficit. Et maintenant, Trump, avec son comportement erratique sur les droits de douane, prend essentiellement la communauté mondiale des investisseurs, qui consommait massivement des dollars, et la fait reculer. C'est un peu la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Trump est J.D. Vance. Si vous lisez le livre de J.D. Vance, je veux dire, dans notre livre, nous avons rencontré des familles dans la Rust Belt, et les États-Unis ont été vidés de leur substance. C'est dévastation sur dévastation sur dévastation, ville fantôme après ville fantôme après ville fantôme. Je me suis assis avec des familles. Le père travaillait autrefois dans l'usine automobile, tout comme son père et son grand-père, avant lui, gagnant presque 180 000 $ par an. Et maintenant, il fait des livraisons pour Uber Eats, ou il va à la bibliothèque en faisant semblant de travailler. Et c'est tellement triste. L'espérance de vie dans le Midwest s'est effondrée parce que les gens traversent une dépression massive dans certaines régions, que ce soit en essayant de réintégrer le marché du travail ou d'une autre manière. Et malheureusement, c'est une régression. Je pense donc, au fond d'eux-mêmes, l'équipe de Trump sait que la Chine a manipulé le yuan de façon féroce. Nous en parlons dans le livre, et nous l'expliquons très bien dans le livre Comment écouter le marché parler. Ce qu'ils ont fait avec le yuan et avec de nombreux partenaires commerciaux à travers le monde, c'est qu'ils ne trichent pas seulement sur le commerce. Ils trichent aussi sur la monnaie. Et je pense qu'au fond, l'équipe de Trump souhaite un dollar plus faible. Cela permettrait à nos entreprises d'être plus compétitives à l'exportation. Cela pourrait aider à relocaliser certains emplois. Je ne dis pas que nous allons fabriquer des chaussures Nike en Amérique, d'accord? Mais 5, 10, 20% des emplois, nous avons littéralement perdu 5 millions d'emplois au cours des 30 dernières années. Nous avons relevé le niveau de vie à l'échelle mondiale. Si vous travaillez dans un centre d'appel en Inde, vous gagnez 10 fois plus que vos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc, nous avons relevé le niveau de vie mondialement.
Le problème, c'est que nous créons beaucoup plus de consommateurs de carbone, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes en Inde, vous avez maintenant une mobilette, et la première chose que vous voulez, c'est la climatisation. Nous élevons donc ce niveau de vie à l'échelle mondiale. Nous créons plus de consommateurs de carbone, mais aux États-Unis, nous avons perdu 5 millions d'emplois. Donc tout cela doit être rééquilibré, probablement de 10 ou 20%. Si nous rapatrions 10% des emplois, cela fait 500 000 emplois, n'est-ce pas? Donc si nous avons perdu 5 millions d'emplois, en ramener 10%, c'est 500 000 emplois. C'est ce que Trump essaie de faire avec une monnaie plus faible. Et quand vous parlez aux investisseurs mondiaux, ils savent que c'est en quelque sorte le plan de jeu. Donc, pour répondre à votre point ou à votre question, est-ce que c'est cyclique ou structurel? C'est un marché baissier, structurel pour le dollar. Il y aura des rebonds, mais le dollar va baisser beaucoup plus au cours des 5 prochaines années. Vous avez évoqué le rôle de la dette nationale et bien sûr des dépenses publiques. Les États-Unis paient désormais près de 1 000 milliards de dollars par an, rien que pour le service de cette dette, ce qui dépasse les dépenses de défense. Vous avez mentionné que les paiements d'intérêts représentent le 3e poste budgétaire le plus important après la sécurité sociale et Medicare. Les investisseurs mondiaux observent donc cette situation et se demandent probablement « D'accord, combien de temps cela peut-il encore durer ?» Le plafond de la dette a été suspendu jusqu'en 2025, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc cette discussion va également avoir lieu. Et comme le dit Thomas Massie, un représentant du Kentucky, c'est simplement repousser le problème à plus tard. Alors, combien de temps pouvons-nous encore continuer ce cycle d'endettement et de dépenses avant qu'il ne soit trop tard, avant que cela ne devienne excessif et que les investisseurs mondiaux perdent la confiance qu'ils ont actuellement? Une confiance qui diminue, certes, mais qui existe encore, n'est-ce pas? Combien de temps cela peut-il encore durer avant que le gouvernement ne soit réellement obligé d'affronter ce problème? D'accord. Donc en ce moment, nous avons atteint le plafond de la dette, je crois, lors de la 2e ou 3e semaine de janvier. Et ce que cela signifie, c'est que si 1 milliard de dollars d'obligations arrive à échéance, ils peuvent en émettre 1 milliard. Il n'y a donc eu aucune nouvelle émission de dette de janvier à février, mars, avril, mai, juin, juillet. En août, ils vont fusionner les 2 projets de loi, celui de la Chambre et celui du Sénat, et nous aurons un accord de réconciliation. À ce moment-là, les choses sérieuses et le suspense commencent, car ce que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, va devoir faire, c'est renflouer le compte courant du Trésor, qui a été fortement vidé. Donc si vous pensez au Trésor des États-Unis, en ce moment, nous utilisons toutes les mesures extraordinaires. Pendant tout le mois de juin, nous allons utiliser des mesures extraordinaires. Et c'est un terme compliqué. Cela signifie simplement repousser les paiements, par exemple les paiements militaires, toutes sortes de paiements sont repoussés, ou manipuler les données. Donc ils vident le compte courant. Lorsqu'ils relèveront le plafond de la dette en août, de septembre à la fin de l'année, nous calculons qu'il y aura presque 600 milliards de dollars d'émissions obligataires supplémentaires. 600 milliards de plus que l'an dernier. Et c'est là que l'arrogance, et tous les clones qui fument dans le dépôt de dynamite à Washington, le marché obligataire va leur donner une sacrée leçon. Et Bessette essaie de trouver toutes sortes d'astuces autour des SLR, le ratio de levier supplémentaire. Il va essayer de forcer les banques à détenir plus de bons du Trésor. Beaucoup de manœuvres, mais il va falloir vendre près de 600 milliards de dollars en plus par rapport à l'an dernier. Et la Chine achète moins de bons du Trésor. Ils vont essayer de forcer les Japonais et les partenaires commerciaux
à acheter plus de bons du Trésor. Au final, ils ont effectivement quelques tours dans leur sac, mais tout cela va finir par exploser. Et nous avons ce qu'on appelle le moment Liz Truss. Tout cela signifie simplement qu'au Royaume-Uni, il y a eu cette confrontation célèbre, je crois à la fin de 2022, où ils n'ont tout simplement pas pu lever les fonds au prix du marché, et les rendements obligataires se sont envolés. Et la bête du marché a terrassé la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre a littéralement été mise au tapis par le marché obligataire. Ils ont été forcés. En gros, ils ont été obligés de revenir à l'assouplissement quantitatif en rachetant des obligations, alors qu'ils avaient annoncé au monde entier 2 semaines auparavant qu'ils allaient resserrer leur politique. C'était l'une des choses les plus embarrassantes jamais vues dans l'histoire de la finance, où des politiciens et des banquiers centraux se font mettre au tapis par le marché obligataire. Et la même chose est sur le point de se produire en septembre ou en octobre. Si vous regardez la courbe de volatilité, le marché anticipe un gros événement de volatilité à ce moment-là, lorsqu'ils devront renflouer ce compte courant du Trésor. Comme vous l'avez mentionné, l'économie est très volatile et elle est alimentée par de nombreux facteurs. La politique intérieure, les affaires mondiales, la géopolitique, autant de menaces et de risques, et vous en avez abordé beaucoup au cours de cette conversation. Cependant, le risque s'accompagne aussi d'opportunités, n'est-ce pas? Alors, quelles sont vos recommandations pour nos téléspectateurs en ce qui concerne les moyens de protéger leurs actifs et d'identifier les secteurs dans lesquels investir? Je sais que vous abordez probablement ce sujet en détail de façon régulière dans votre rapport, dans votre lettre d'information, mais si vous deviez orienter nos téléspectateurs, que leur diriez-vous? Oui, et souvenez-vous, je suis simplement, vous savez, une personne travailleuse qui, grâce aux livres et au fait de faire des dépôts à travers le monde, n'est-ce pas? La clé du succès dans la vie, c'est de faire ces dépôts, de bâtir la confiance. Et ce que nous avons fait, c'est gagner la confiance d'investisseurs incroyables. Et ce que je constate, c'est un changement de tendance, où regardez simplement l'énergie, regardez l'intelligence artificielle. Laissez-moi vous donner un exemple. Donc, les stratèges de Wall Street, et je devrais dire les analystes, ont convaincu l'investisseur particulier que la façon de profiter de l'intelligence artificielle, c'est essentiellement à travers les entreprises de semi-conducteurs, comme Nvidia et les autres. Et en ce moment, je pense que si vous regardez la valeur du SOX, donc le SOX, il y a 11 milliards de dollars dans l'ETF SOX. Ce sont les semi-conducteurs. Si vous regardez le NURC-Z, qui est un portefeuille formidable d'indépendants de la production d'énergie, d'uranium, d'entreprises qui vont devenir des SMR, des petits réacteurs modulaires, ce sont ces entreprises qui vont soutenir le système énergétique pour les 20 prochaines années. Tout le monde fait le mauvais pari. Tout le monde est dans les semi-conducteurs et personne n'est dans ce que nous appelons l'infrastructure énergétique. Ainsi, la valorisation du NURC-Z, cet ETF, est de 240 millions de dollars, alors qu'il existe un ETF de 11 000 milliards de dollars dans ce que nous appelons le SOX, c'est-à-dire l'ETF des semi-conducteurs. Une autre statistique importante concerne Nvidia. Nvidia vaut actuellement environ 3 500 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 500 milliards. Et cela pour une seule entreprise. Encore une fois, ce sont les fonds indiciels passifs qui poussent à cette valorisation absurde. 24 fois le chiffre d'affaires pour une entreprise qui se négocie à 3 500 milliards de dollars. Les 3 principales participations du NUGS, à savoir Cameco et les véritables producteurs indépendants d'électricité, ne valent que 250 milliards de dollars. Donc le point essentiel, c'est que pour atteindre la valorisation du rêve de l'intelligence artificielle, tous ces centres donnés,
Pour atteindre la croissance qui est déjà intégrée dans le prix de certaines de ces entreprises de semi-conducteurs, l'uranium et les producteurs indépendants d'électricité doivent littéralement augmenter, selon moi, de 3 à 7 fois. En d'autres termes, il n'y a pas d'infrastructure énergétique. Et ensuite, on revient au cuivre. Si l'on regarde le Pérou, le Chili et le Panama, 40% de la production mondiale de cuivre se trouve dans 3 pays qui subissent des pressions politiques sur leur production. Si l'on observe la production mondiale de cuivre dans certains de ces points chauds, la croissance est loin d'être suffisante pour reconstruire le réseau électrique américain. Tout le monde aime parler de robotique, n'est-ce pas? C'est la chose la plus idiote qui soit. Je veux dire, les gens sont justes, l'idiotie des médias autour de certains de ces sujets est complètement folle. Donc vous allez construire 2 millions de robots, c'est ça? D'accord. Les robots vont remplacer les êtres humains. Vous savez combien de cuivre il y a dans les robots? Littéralement. Si vous construisez 2 millions de robots, c'est comme c'est presque un mois de production mondiale de cuivre, rien que pour les robots. On ne parle même pas du réseau électrique américain. On ne parle pas de la reconstruction de l'Ukraine, de Gaza, de Los Angeles. C'est une crise qui nous arrive droit dessus. Je la vois aussi clairement que le jour. Et personne ne s'en soucie, parce que tout le monde a l'esprit tourné vers le marché, l'investissement passif, Nvidia, toute cette idiotie. C'est la plus grande crise qui nous attend concernant les ressources naturelles. Parce que ce que nous avons fait pour des raisons politiques, si vous regardez simplement les faits, nous en parlons dans le livre. Si vous examinez les plus grandes mines de cuivre mises en service au cours de la dernière décennie par rapport aux décennies précédentes, ou les principales mines de cuivre, c'est comme essayer de faire demi-tour avec un porte-avions au milieu de l'Atlantique. On ne lance pas une mine de cuivre du jour au lendemain. Il faut 10 milliards de dollars et cela peut prendre 10 ans. Donc nous sommes dans une situation très difficile. Alors oubliez l'intelligence artificielle, oubliez la robotique, sans réseau électrique et sans assez de cuivre pour le soutenir. Il faut donc investir dans un portefeuille d'entreprises qui seront présentes pour cette incroyable renaissance des matières premières et des actifs tangibles. Pendant ce temps, tout le monde est positionné sur le portefeuille de 2010 à 2020. Tout le monde mise sur Nvidia et les semi-conducteurs. Tout le monde fait le mauvais pari. Larry, merci beaucoup pour votre temps et pour cette conversation absolument fascinante. Je mettrai un lien vers votre excellent livre et la newsletter dans la description de la vidéo ci-dessous. J'ai vraiment hâte de lire votre livre. Je vais devoir commencer bientôt car je pense que c'est un sujet passionnant et vous abordez vraiment les changements dans le monde de la finance en les replaçant dans un contexte plus large. Je pense que c'est ce qui est si important de nos jours, car on n'entend vraiment personne en parler avec autant de détails. Et puis, bien sûr, avec votre expertise sur le sujet, je trouve cela absolument précieux. J'ai beaucoup appris grâce à vous aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez, car je sais que le public a encore beaucoup de questions à vous poser et j'aimerais vraiment vous revoir ici. Merci beaucoup, Lena. J'adore ta plateforme et j'adore ce que tu as construit. Ce que tu as construit m'inspire. Mais tu sais, pensons aux mentors et aux jeunes. Tu sais quoi? Il faut toujours demander. Il faut savoir bien demander, n'est-ce pas? Si tu vois un mentor et que tu veux établir une relation, il n'y a aucun inconvénient à demander, n'est-ce pas? Beaucoup d'investisseurs très talentueux prendront le temps d'être là pour toi. C'est comme ça que j'ai fait. Je ne suis pas le gars le plus intelligent du monde, mais je sais très bien demander. Très bien demander. Merci beaucoup, Larry. Merci, Lena.